Les podcasts du bien-être de Samoma, massage et formation. Techniques, déontologie, éthique et réflexion, mais aussi conseils autour de la pratique du massage et du soin avec Muriel Raffin. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes interrogations à se poser avant de se lancer en tant qu'indépendant en soins et en massage. C'est vrai que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de personnes. En même temps, quand on va se faire masser, on se retrouve dans une ambiance plutôt sympa, tamisée, chaleureuse, détendue, avec une petite musique douce, etc. Et c'est vrai que c'est un environnement de travail qui est loin d'être désagréable, surtout quand on a la possibilité de l'aménager soi-même. Donc ça, c'est ce que l'on voit en premier peut-être, le cadre, le milieu dans lequel on exerce ce métier. Et puis après, il y a tout ce qu'on ne voit pas et tout ce que l'on découvre par soi-même en se lançant en tant qu'indépendant. Et j'aimerais justement vous parler de ces aspects-là pour vous amener des questionnements si vous aviez envie de vous mettre à votre compte. Dans ce podcast, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire ou comment vous devez faire de manière pragmatique, mais je vais plutôt vous parler des avantages, des inconvénients, mais aussi des qualités qui me semblent importantes pour réussir en tant qu'indépendant. Et tout ça en partant de mon ressenti intérieur et de mon expérience passée. Alors, je vais vous parler de ce que je connais moi, c'est-à-dire le travail solo, sans salarié ou sous-traitance. On peut considérer que le travail en équipe et donc devenir chef d'entreprise est encore un challenge différent. Personnellement, c'est une possibilité qui ne m'attire pas spécialement parce que je ne souhaite pas manager d'autres personnes ni devoir m'en occuper. Je ne souhaite pas non plus développer et faire grandir mon entreprise. Mon but étant d'atteindre mes objectifs pour trouver un équilibre de vie à la fois personnel et professionnel dans une volonté de rester dans une proximité humaine avec mes élèves et mes clients. Et de toute façon, je ne pense pas avoir les compétences ni l'âme d'une dirigeance, ni la patience d'ailleurs. Je parle de patience parce que j'en connais quelques-unes qui sont impassibles en toutes circonstances et d'ailleurs je leur tire mon chapeau. Voilà, je ne suis pas du genre à apprécier qu'on me dirige, alors diriger les autres, ce n'est pas mon truc non plus. Alors, il faut savoir que pour être indépendant en massage ou en soins, il faut avoir de multiples compétences. On pourrait même dire de multiples casquettes. Il y a en effet le métier en lui-même d'un côté, c'est-à-dire recevoir des clients, les prendre en charge, les écouter, en prendre soin, etc. Et puis de l'autre côté, il y a tout le reste. Car effectivement, ce métier ne consiste pas seulement à prendre des rendez-vous et à recevoir en soin des personnes. Il y a la partie administrative avec la gestion de la comptabilité, les factures, les déclarations URSSAF, etc. Mais il y a également la communication à travers un site internet, un blog ou encore des réseaux sociaux pour se faire connaître, ou encore la gestion du lieu dans lequel on s'implante, à savoir le faire vivre, l'aménager, l'entretenir, etc. À mon sens, déjà, il faut avoir l'esprit d'initiative. L'autre jour, je discutais avec une amie à qui je disais que je n'aimais pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et elle m'a répondu que pour elle, eh bien, c'était le contraire. Elle se sentait rassurée quand on lui disait ce qu'elle devait faire. Vous voyez, je pense que c'est un point important. Il faut être capable de savoir faire des choix, prendre des décisions et les mettre en action. Et cela est bien plus ou moins seul face à soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un vous dise comment vous devez faire ci ou ça, c'est à vous de décider. Et mine de rien, ce n'est pas si simple car au début, on a peur de faire les mauvais choix, de prendre les mauvaises décisions. Il faut donc oser se lancer en prenant le risque que cela ne fonctionne pas. Et pour cela, il faut se faire confiance, et je dirais même plus, faire confiance aussi en la vie et ce qu'elle a à nous apporter. Et donc on a là un deuxième aspect important, la confiance, mais aussi le lâcher-prise. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le faire et le laisser faire. C'est-à-dire j'ai une idée, je la mets en application, puis ensuite, eh bien, je me détends. C'est quelque chose qui, je pense, se développe avec le temps, mais cela me paraît être une clé importante pour développer tranquillement, mais sûrement son activité.
Là, on est peut-être plus dans quelque chose de l'ordre d'un état d'esprit, quelque chose qui se vit depuis l'intérieur de soi. Et c'est d'ailleurs un fonctionnement que l'on peut appliquer à tout ce que l'on fait en général. Un autre aspect essentiel et qui pourrait rejoindre cet esprit d'initiative, c'est le fait d'aimer travailler seul. Alors c'est sûr que l'on voit et reçoit des personnes toute la journée, et donc cela nourrit un besoin de liens sociaux, mais à moins d'être dans un lieu partagé avec d'autres professionnels, on se retrouve bien souvent seul et il faut aimer cette solitude. Pour ma part, c'est un aspect qui me correspond très bien, mais je pense que cela peut être compliqué pour certaines personnes, surtout quand on débute et que l'agenda est vide. Ensuite, quand l'agenda est complet et que la fatigue s'installe, il faut également s'auto-motiver pour garder la forme et le rythme, mais également pour faire face à des difficultés rencontrées. Pour pallier à cela, il est possible de rejoindre des réseaux de professionnels, mais cela restera quand même des rendez-vous de manière ponctuelle, ou alors il est possible également de s'associer avec quelqu'un, encore faut-il trouver la bonne personne. Les réseaux sociaux peuvent également combler ce besoin quand ils sont bien utilisés. Je pense aussi que pour être indépendant, il faut être persévérant et patient. Une activité peut se développer rapidement. J'ai par exemple plusieurs élèves pour qui cela a été le cas, mais cela reste quand même assez rare. Des fois, il suffit d'être au bon moment, au bon endroit, et je pense que dans leur cas, elles se trouvaient dans un lieu dynamique qui leur a permis d'être visibles et développer une clientèle rapidement. Mais pour d'autres, cela a été d'ailleurs plus ou moins mon cas, il faut plus de temps pour pouvoir en vivre pleinement. Et donc, il ne faut pas se décourager, il faut constamment impulser une énergie pour continuer à développer son activité. Un autre point important, je pense, c'est qu'il faut bien savoir gérer son argent. Il faut avoir un rapport sain avec celui-ci. C'est-à-dire qu'il faut être un minimum bon gestionnaire pour éviter de se retrouver endetté. Et donc, il ne faut pas avoir peur des chiffres et des calculs pour s'y retrouver en fin de mois. Cela, c'est plus l'aspect comptabilité, mais il y a aussi le prix auquel on propose nos soins et nos massages. Je constate que beaucoup de professionnels ont du mal à proposer leurs services à un prix correct, c'est-à-dire qui s'alignent tout simplement sur le marché, mais également qui permettent de couvrir leurs dépenses, et donc de s'y retrouver à la fin du mois. Et je pense aussi que c'est avec l'expérience que l'on constate les bienfaits de ce que l'on apporte aux autres et qu'il devient plus facile de se sentir à l'aise avec cette question d'argent. Certains pensent que le prix du soin que l'on propose est lié à la valeur que l'on se donne, mais je ne suis qu'à moitié d'accord avec cette idée. Je pense qu'effectivement c'est important de proposer pour un massage ou un soin un prix, on va dire, normal, c'est-à-dire qui correspond au secteur dans lequel on exerce. Mais j'observe qu'au-delà de cette notion de valeur que l'on se donne, il y a avant tout cette envie de proposer des soins qui sont accessibles à tous et pas seulement à des personnes qui gagnent bien leur vie. C'est encore une fois, à mon sens, à chacun de trouver son équilibre. Autre point important et en rapport avec l'argent, c'est le fait de ne jamais être sûr, comme pourrait l'être par exemple une personne salariée, de combien on va gagner le mois prochain. Il n'y a en effet pas la même garantie, surtout dans les débuts. Après, quand même, on se stabilise, mais tout de même, on ne peut jamais être sûr à 100% de ce qu'il va advenir. Et donc, il y a parfois cette insécurité financière à prendre en compte et à gérer au niveau interne. Certains font le choix d'avoir une activité à côté à mi-temps, cela a des avantages et des inconvénients. L'avantage est d'avoir du coup cette stabilité et garantie financière, l'inconvénient est d'être limité à certains jours pour fixer les rendez-vous, mais aussi d'avoir moins de temps, d'énergie, de disponibilité pour développer son activité. Après, cela convient clairement à beaucoup de personnes. Voilà, il y aurait sûrement d'autres choses à ajouter, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je terminerai par dire que c'est un statut qui, au-delà de tous ces aspects, laisse une grande liberté dans le choix du planning, des horaires, des tâches à effectuer, en termes d'évolution personnelle et professionnelle, et qui permet ainsi de répondre à nos besoins profonds. Que c'était une aventure humaine extraordinaire où vous rencontrerez toutes sortes de personnes avec qui vous pourrez créer des liens parfois sur des années,
où vous connaîtrez des familles entières, du bébé à l'arrière-grand-mère, où vous les verrez évoluer, grandir, vieillir. C'est vraiment une belle expérience à vivre et à tenter. Je pense que le plus dur, c'est d'oser se lancer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans 15 jours. Vous avez aimé ce podcast? Merci de partager, de commenter, de liker et retrouvez-moi dans un nouveau podcast dans 15 jours. À bientôt!